Lundi 29 octobre 1979, 8h30. C'est un homme blessé qui arrive au ministère du Travail. La presse met en cause son honnêteté lors d'un achat de terrain dans le Midi. Robert Boulin a décidé de se défendre. Il songe même à démissionner de son poste de ministre pour aller voir le juge. C'est un ancien avocat. Il va plaider son innocence. Il déjeune avec son fils et son gendre et les prévient. Le combat sera rude. Ils veulent me tuer. Politiquement, bien sûr. Après une entrevue avec Gaston Floss, il sort des dossiers de son coffre-fort et quitte le ministère vers 15h10. Il a annulé une rencontre avec les syndicats. Il part avec son agent de sécurité et son chauffeur vers son domicile de Neuilly. Ce n'est pas dans ses habitudes de rentrer en plein milieu de l'après-midi. Sa femme est surprise de le voir arriver. Il laisse quelques dossiers sur son bureau et repart seul au volant de sa voiture vers une destination inconnue. Bulletin Boulin. Monsieur Robert Boulin, ministre du Travail, a été retrouvé mort mardi matin à proximité d'un étang près de Rambouillet dans les Yvelines, apprend-on à Versailles de sources judiciaires autorisées. Il est retrouvé mort dans 60 cm d'eau le mardi 30 octobre dans un étang de la forêt de Rambouillet. Aujourd'hui, la justice estime qu'il y a assez d'éléments nouveaux pour ouvrir une nouvelle enquête. La nouvelle instruction cherche à savoir s'il n'y a pas eu enlèvement, séquestration suivi de mort ou assassinat d'un ministre en exercice. 37 ans après les faits, le juge recommence tout depuis le début. Qui était où dans la nuit du 29 au 30 octobre ? À 19h, Madame Boulin reçoit la visite d'un ancien collaborateur de son mari. Monsieur Aubert est arrivé. Il était blanc, visage décomposé, et il m'a dit « Robert est mort ». Tout de suite, ma première réaction était de dire « Il a eu une crise cardiaque, où est-il? Il est au ministère ». Et il me dit « Non, alors là, il a un peu bafouillé, il m'a parlé d'enlèvement, puis il est parti dans le bureau, et je l'ai plus revu ». Du bureau, on peut sortir discrètement par l'escalier de service. 20h, c'est Patrice Blanc, le chargé de presse de Robert Boulin, qui téléphone. Et il s'inquiète. Robert n'est pas venu au rendez-vous. Libourne, à 500 km de là, à peu près à la même heure, un ami de Robert Boulin reçoit lui aussi un appel. Ton ami Boulin, il est mort. C'était anonyme, un coup de fil anonyme. Je lui ai dit, qui êtes-vous? J'ai dit. Et pif, il a raccroché. Alors, je suis venu voir mes amis qui étaient là. Je leur ai dit, mais ils l'ont assassiné. Ah. Donc ça se passe, il est quelle heure à peu près? Il était avant 20h. Et le médecin légiste, il a mis la mort autour de 20h. Donc c'était bien quelqu'un qui avait assisté à l'assassinat. Le temps file. Colette Boulin s'inquiète. 3 collaborateurs du ministre sont arrivés chez elle. Ils viennent dans le bureau, puis repartent sans rien dire. Agacé par ces allées et venues, le gendre de Robert Boulin finit par les congédier.
vers 11 h, j'ai commencé à chercher dans le bureau de mon beau-père s'il y avait des indications, des indices qui nous auraient pu nous dire où il était parti, avec qui il pouvait se trouver. On était à la recherche d'indices. Il trouve des papiers froissés dans la corbeille. À midi, elle était vide. Voici ce que dit le message tapé à la machine. J'envisage de me noyer dans un étang de la forêt de Rambouillet. Ma voiture est immatriculée 651 GX 92. C'est à partir de ce moment-là qu'en fait, on a déclenché les recherches. Le fils et le chauffeur de Robert Boulin partent vers la forêt de Rambouillet. Son gendre et son directeur de cabinet foncent au ministère de l'Intérieur, où on les fait attendre inutilement, avant de les orienter vers Matignon. Mais là aussi, on perd un temps précieux. Il se trouvait que je connaissais cet homme de permanence avec lequel j'avais travaillé encore quelques jours précédemment, mais qui m'a quand même demandé mon identité, mes papiers, qui est remonté dans son bureau, qui est redescendu. J'ai eu en fait l'impression que je ne lui apprenais rien. Le juge aimerait vérifier qui a été averti au sommet de l'État et à quelle heure. 2 h du matin. Le cabinet du Premier ministre me dit « On a retrouvé le corps ». À quelle heure vous avez l'information? Entre 2 et 3 heures. Vers 3 h du matin, on me réveille pour m'annoncer qu'on a retrouvé le corps de Boulin. Comment expliquer alors que l'avis de recherche n'ait été lancé qu'à 6 h 25? « 8 h 40, une brigade motocycliste de la gendarmerie découvre le corps d'un homme dans 40 cm de vase et 20 cm d'eau. À 12 h 30, la presse sait déjà comment le ministre du Travail s'est suicidé, alors que l'autopsie n'a pas commencé. Et dans les couloirs de l'Assemblée ce matin, vous avez appris aussi quelques détails sur la mort de M. Boulin. M. Boulin se serait bourré de barbiturique, il serait entré dans l'eau des étangs de Hollande et sans doute serait-il tombé car on l'a retrouvé à genoux, asphyxié dans 60 cm d'eau. La thèse du suicide est renforcée dès le lendemain. Plusieurs journalistes et certains politiques reçoivent une lettre tapée à la machine, dans laquelle Robert Boulin explique sur 4 pages pourquoi il a mis fin à ses jours. Le président de l'Assemblée, Jacques Chaban-Delmas, a reçu 2 exemplaires de cette missive, dont une en main propre. Et pourtant, dans son hommage, il parle d'assassinat. Robert Boulin nous a quittés. Il a dû subir une campagne de dénigrement. Puissions-nous méditer pour tirer les leçons de ce drame, de cet assassinat qui n'atteint pas seulement Robert Boulin, mais la France et la République. Ceux qui doutaient du suicide se sont tus. Après le temps des hommages vient celui du silence. Mais Colette Boulin porte plainte en 83, quand elle découvre 7 photos dans le dossier. La première autopsie parle de petites plaies. Le juge ordonne d'exhumer le corps du ministre. La contre-expertise révèle des fractures ayant pu causer la mort. On cherche les bocaux contenant le sang et les viscères. Ils ont disparu de l'Institut médico-légal. Au bout de 8 ans, cette rocambolesque enquête judiciaire s'achève sur un non-lieu. À la mort de son frère et de sa mère, Fabienne Boulin reste seule en quête de vérité. Elle se bat pour qu'un juge reprenne tout le dossier. C'est chose faite aujourd'hui. Et depuis 37 ans, les mêmes questions restent sans réponse. À commencer par la première. Qui était Robert Boulin? Qui pouvait lui en vouloir? Pour comprendre, il faut retracer son parcours et se replonger dans l'atmosphère politique de l'époque. Dans sa maison de Ramatuelle, sa fille garde le souvenir d'un père joyeux qui, très jeune, observe la marche du monde.
Il était extrêmement gai. Toujours le sourire, il les chantait beaucoup. Il avait une belle voix de grave. Quand est-ce que vous vous dites ça c'est Boulin en moi? Je suis solide, bien ancrée dans la terre et puis idéaliste, comme tous les Boulins. Alors le cahier, ça s'appelle Cahier de vie. Il l'a commencé, il avait 11 ans. Et il a répertorié par ordre alphabétique tous les grands événements, pas seulement de France, mais aussi du monde, qui se passaient le long de son enfance, de son adolescence, et qui lui a donné le goût quand même de l'histoire et de la chose politique. Il annonce que Roosevelt est élu, là. Docteur Charcot, les savants, les explorateurs, tout. Il aime bien aussi la carrière de Charlie Chaplin. Il avait une grande admiration pour Charlie Chaplin. Foch. Il n'y a plus 1 mètre du sol de France à perdre. Il faut arrêter l'ennemi là où il est. On voit qu'il y a quand même des convictions qu'il a envie de défendre déjà. Hein. Je suis sûre que plus tard, je ne relirai pas ces lignes sans quelque émotion. Je ne veux manifester qu'un désir, c'est que mes enfants et petits-enfants, si j'en ai, grossissent mon cahier des faits du 21e et du 22e siècle. Vous vous rendez compte, on est parti là. C'est vrai que c'est émouvant de voir ça et de voir comment se constitue une conscience politique. Il a 19 ans, son père meurt, la guerre éclate, il prend le maquis. Réseau Navarre, nom de code Bertrand, il est croix de guerre. À la sortie de la guerre, sa mère n'a pas les moyens de financer ses études de médecine. Il sera avocat, c'est moins long. En 1947, il rencontre Colette et l'épouse. Mon père est tombé immédiatement fou amoureux de ma mère, qui avait du caractère et qui était extrêmement jolie. Elle l'a beaucoup poussé à la politique. Voilà. C'est elle qui avait de l'ambition. Maître Boulin se lance à la conquête de Libourne, terre viticole et de gauche, sur les conseils d'un héros de la résistance. Ce Chaban qui a pris Bordeaux. La mairie Bordeaux, 2 premières. Monsieur le Président, vous venez d'être élu à la majorité absolue. Il est certain, je le pense, que la joie règne dans la mairie. Vous le voyez d'ailleurs tout autour de nous. Mais encore une fois, j'exprime au nom de tout ce conseil municipal nos remerciements très émus à l'égard de la population libournaise. 1961, De Gaulle vient à Libourne et demande à Boulin s'il connaît la question des rapatriés. Il répond non et devient le secrétaire d'État en charge des 800 000 Français qui reviennent en France à la fin de la guerre d'Algérie. Ce que j'ai lu en Algérie me permet de dire qu'il y a en effet beaucoup de douleur et beaucoup de misère dans toutes ces affaires-là. Alors j'incite l'ensemble de la population métropolitaine à se montrer particulièrement compréhensive à l'égard de ces malheureux rapatriés et que vraiment ce que nous avons inscrit dans la loi du 26 décembre 1961, c'est-à-dire la solidarité nationale, ne soit pas un vain mot. Dès son premier portefeuille, Robert Boulin imprime son style. Alain Duhamel était chroniqueur au Monde en 1963. C'était un gaulliste d'ouverture, gaulliste moderne, avec un instinct social. Il n'était pas le seul chez les gaullistes, enfin c'était plus marqué chez lui que chez d'autres. Et puis, une attitude générale d'ouverture. Il n'était pas bloqué sur l'Europe, comme certains gaullistes. Il n'était pas désagréable avec l'opposition. C'était un homme affable, très sympathique. Je ne dis pas du tout ça de tous les hommes politiques, hein. Je le dis peut-être d'1 sur 10. J'ai rappelé que les gaullistes n'étaient des gens ni à gauche, ni à droite, ni au centre, mais qu'ils étaient au service de l'intérêt de l'État et que l'on trouvait des gens de toutes les catégories sociales dans ce vaste mouvement. Ça reste notre doctrine et le principe auquel nous tenons infiniment. De Gaulle puis Pompidou, il est de tous les gouvernements, à la tête de ministères de plus en plus importants. Pendant ses 5 ans aux finances, il développe un sens aigu de la rigueur budgétaire.
J'ai une lettre d'un ministre du général, alors il disait, mais c'est incroyable parce que je défendais mon budget auprès de toi, et mais t'es radin ou quoi, Boulin? Il dit non, mais quand il s'agit de l'argent de l'État et des citoyens, c'est comme si on m'arrachait les tripes. Voilà, un sou est un sou. Le ministre ne peut pas tout voir. Et c'est le devoir éminent du parlementaire que de contrôler l'administration comme il contrôle législativement le Parlement. Et de signaler les erreurs ou les abus qui peuvent être inévitables. Il va commencer à prendre des notes sur ce qui lui paraît obscur dans l'attribution de certains contrats. Les rétrocommissions chez Elf, la vente des avions renifleurs. Ces scandales éclateront des années plus tard et se termineront devant les juges. Quand il arrive à la santé, il dialogue avec les patrons et les syndicats. Il a appliqué moi, ce que j'appelle la méthode Boulin, c'est-à-dire essayer de construire progressivement du consensus. C'était pas de la concertation comme on la pratique trop souvent, concertation alors que tout est décidé pour faire avaler la pilule. Non, c'était une concertation pour fabriquer la pilule. Robert Boulin devient franc-maçon en 1977. C'est là qu'il a connu Jean Verdun. C'est une image d'homme sérieux, de grand honnête homme. J'insiste encore plus peut-être en ce moment où l'ensemble des Français prétendent que les hommes politiques, ce qui est vrai pour certains est faux pour d'autres, ça a toujours été comme ça, mais lui, il fait partie de ceux dont les Français auraient envie en ce moment. Quand je regarde un peu en arrière, le virus vraiment que j'ai attrapé, c'est celui du service public, ce n'est pas celui de la vie politique. Pour la présidentielle de 1974, Boulin soutient Chaban et son projet de nouvelle société. Chirac et 43 députés poussent Giscard à la barre. Boulin se retrouve dans le mauvais camp. La France a choisi son président. Elle l'a fait au terme d'une campagne démocratique et claire. Vous ne serez pas déçus. La France a choisi son nouveau président. Boulin n'a plus de portefeuille quand Giscard nomme Chirac à Matignon. Il redevient député à plein temps et mène la fronde quand Chirac remplace un peu brutalement Alexandre Sanguinetti à la tête du parti gaulliste. La lettre ouverte signée Boulin est publiée dans le Figaro. Ce coup d'éclat m'indigne, dit-il. Moi qui naïf crois encore à l'honnêteté politique. Jean Charbonnel, gaulliste qualifié de gauche, est aux premières loges. Il a comparé donc avec le coup de force du 18 Brumaire, où Bonaparte a étranglé la République, le directoire. Et il compare qui à Bonaparte? Chirac? Je suppose que ça n'a pas dû faire plaisir. Non, mais il a eu du courage. Boulin, c'est ça aussi. Hein. Il était le fantassin, le soldat, prêt à toutes les tâches. Hein. Il a écrit ça, dans le Figaro. Il revient vers le mouvement gaulliste quelques mois avant que Chirac quitte Matignon. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Il n'y a jamais rien eu de comparable comme violence politique entre un président et un Premier ministre, puisque c'est la seule fois où ce n'est pas le président qui a changé le Premier ministre, mais le Premier ministre qui est parti faute de pouvoir changer le président.
C'est le résultat de ce qui progressivement était devenu un duel intérieur, une sorte de cohabitation avant l'heure. C'était extrêmement violent. La forme qu'avait choisie Jacques Chirac était également très violente. Ça a été le début d'une bagarre qui a abouti à l'échec de Valéry Giscard d'Estaing en 81. En fait, on peut dire que c'est Chirac qui a battu Valéry Giscard d'Estaing en 81 beaucoup plus que François Mitterrand. Nous ne sommes qu'en 1976. Chirac crée le RPR, puis il gagne la mairie de Paris. Aussitôt, une autre tâche l'attend, apparaître en 78 comme le seul homme capable d'empêcher la victoire de la gauche. Mission accomplie, tout semble lui réussir. La campagne électorale lui donne en plus l'occasion de s'affirmer davantage dans le pays, tout en se démarquant chaque jour un peu plus de Valéry Giscard d'Estaing. Raymond Barre est arrivé à Matignon. Après les finances, Robert Boulin accepte le ministère du Travail, dont personne ne veut. Il n'y a quand même pas dans l'histoire de France beaucoup de ministres des Finances qui deviennent ensuite ministres du Travail. Il n'y a que lui pour accepter ça. Personne n'aurait accepté ça. Alexandre Sanguinetti est un gaulliste qui compte. En tant qu'attaché parlementaire, Laetitia, sa fille, voit toutes les grandes manœuvres de l'après-gaullisme. Et elle n'a rien oublié. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère politique de l'époque? C'est une guerre sans merci. On est encore dans les vieux schémas droite-gauche, mais alors très clivants, très forts, très durs. Et notamment à droite, on est dans une lutte intestine entre frères ennemis, qui devraient être amis, parce que c'est la lutte pour le pouvoir. Et dans l'assassinat de Robert Boulin, il est évident qu'il y a aussi cette part-là, d'ombre, de ses amis politiques qui voyaient d'un très mauvais œil Robert Boulin accéder à Matignon. 14 juillet 1979, jour de défilé, Giscard salue ses vrais et ses faux amis. Derrière M. Barre, M. Bonnet, à la droite de l'écran, M. Perfit, derrière M. Chaban-Delmas, c'était M. Boulin. Monsieur le maire de Paris, M. Chirac. Il a un plan pour être réélu en 1981. L'idée de Giscard, qui était tout à fait bonne sur le plan de la stratégie, était de remplacer Raymond Barre, dont il ne mettait pas en cause les qualités, par un leader gaulliste, ayant un passé gaulliste. Il y a eu 3 possibles, retour à Chaban, Perfit et Boulin. Chaban dit non. Perfit n'était pas très aimé par la base gaulliste. Alors que Boulin, justement, était le fantassin du gaullisme. Et Boulin avait, même chez les Chiraciens, de très nombreux appuis. Si Boulin n'avait pas été assassiné, Boulin pouvait tout à fait devenir Premier ministre et peut-être gagner, faire gagner à Giscard les élections de 81. Et ce n'est sûrement pas un hasard si Giscard programme un voyage en Aquitaine en octobre 79. Robert Boulin, maire de Libourne, ministre du Travail, le chef de l'État lui a rendu un hommage remarqué. Et à Libourne, tout le monde a compris que Boulin serait bientôt Premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il aurait donné comme Premier ministre, parce qu'on n'en sait rien. C'était un bon ministre, ça c'est sûr. Est-ce qu'il aurait été un bon Premier ministre? C'était... en 78, ça devenait très difficile, hein, parce que la bagarre entre l'UDF de Giscard et le RPR de Chirac était telle que, d'ailleurs en 78, au premier tour, la gauche était en tête. Je me rappelle, quand j'avais annoncé ça sur le plateau de Antenne 2 à l'époque, j'avais reçu des petits papiers, c'est pas ça qui est important, on va gagner quand même, etc. Mais, ce qui d'ailleurs s'est produit, mais ric-rac. Donc on sentait bien que l'animosité, la querelle et même la lutte ouverte entre giscardiens et chiraciens mettait évidemment en péril la majorité sortante. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas qu'il devienne Premier ministre. Il y avait beaucoup de gens intéressés à l'empêcher d'être Premier ministre. J'ai rencontré ça plusieurs fois dans ma vie. Un homme honnête qui atteint des responsabilités
est menacé. Comme par enchantement début octobre, Minute publie une enquête sur un casse-tête immobilier. Robert Boulin a acheté un terrain de 2 hectares pour 40 000 francs en 1974. Il a construit une maison de 180 mètres carrés, mais la parcelle a déjà été vendue plusieurs fois par un certain Henri Tournay, qui, pour se défendre, prétend que le ministre était dans la combine. C'est un coup monté, c'est un complot, c'est comment faire tomber un ministre de la République qui va nous poser bien des problèmes parce qu'il est question qu'il devienne Premier ministre et ça, ce n'est pas possible pour ses amis politiques. Alors on va essayer de faire ce qu'on fait d'habitude, on va le noyer dans une sordide affaire immobilière, financière, machin chose, en disant qu'il a emprunté de l'argent, Tout ça est totalement bidou. Bidou. Maintenant on le sait. Il disait qu'il allait se battre, qu'il avait des dossiers pour faire taire ses détracteurs. Vous vous rendez compte quelle affaire, 40 000 francs, ça fait 6 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça, à peu près 6 000 euros. Si aujourd'hui, un homme politique, et il y en a quelques-uns qui sont mis en examen, si pour 6 000 euros, il devait se suicider, il va y avoir des places de libre au Sénat ou à l'Assemblée nationale, à mon avis. Non, mais c'est vrai que c'était de la rigolade, son histoire de 6 000 euros. En plus, c'était monté de toutes pièces par un truand qui s'appelait Tournay. Le problème, c'est que Boulin connaît Tournay. C'est un résistant comme lui et un proche de Focard, que Boulin connaît aussi. Tournay est protégé. Il s'enfuit avant son procès, est condamné à 15 ans de prison, mais la justice ne demandera jamais son extradition. Robert Boulin ne verra pas tout cela. En ce mois d'octobre 1979, il est pris au piège de la calomnie et se défend comme il peut. Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon, il y a une instance pénale, je n'y suis pas parti. Il n'y a pas d'instance civile contre moi, mon terrain n'est pas menacé. Qu'est-ce que je réponds? Moi, je laisse parler les gens, et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire. Et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. J'en ai un souvenir très précis. C'était un homme défait qui est arrivé, anxieux, qui a fait son club de la presse honorablement, mais on sentait qu'il était un peu ailleurs et qu'il était épuisé et qu'il était malheureux, ça se voyait. En plus, moi je le connaissais assez bien quand même pour sentir ça. Et après le club de la presse, j'ai parlé un petit peu avec lui, et là j'ai eu tout à fait le sentiment qu'il était quasiment déprimé. C'était quelqu'un qui supportait très mal ce qui lui arrivait. C'était quelqu'un de droit. J'étais vraiment non seulement frappé, mais inquiet. La maison de Ramatuelle appartient toujours à la famille Boulin. Elle est à 2 kilomètres de celle des Sanguinetti, chez qui Robert et Colette venaient souvent déjeuner. 15 jours avant de sa mort, Robert et Colette déjeunent chez mes parents. Moi, j'étais avec eux. Et à un moment donné, je vais chercher le café, je sers le café. Papa et Robert étaient à part. Et j'entends Robert dire à mon père, « Écoute Alexandre, c'est très grave. Ils ne me feront aucun cadeau. Je te demande de veiller sur ma famille s'il m'arrive quelque chose. » Il est mort 15 jours plus tard. Donc oui, bien sûr qu'il était menacé et qu'il le savait. C'est pas détendre. Plusieurs fois dans le courant du mois d'octobre, Robert Boulin a confié ses craintes à ses amis. Il m'a dit, le RPR et Chirac ont ordonné au SAC de m'éliminer. Il ne m'a pas dit m'assassiner, il m'a dit m'éliminer. Donc, c'est resté là-dedans, c'est resté là-dedans. Et quand j'ai entendu ça, qu'il l'avait retrouvé dans les étendues rompues là-bas, Vendredi 26 octobre, le président de la République, le maire de Paris et le ministre du Travail couronnent le meilleur ouvrier de France. Giscard dit à Boulin, rapprochez-vous de moi pour être sur la photo. Dans son édition de l'après-midi, Le Monde publie une pleine page sur l'affaire de Ramatuelle.
Un article qui se termine par cette phrase ambiguë. Dans cette affaire, personne n'est blanc, personne n'est noir. Robert Boulin prépare sa réponse, point par point. Il était très combatif, nous demandant notre avis sur le ton et la forme de cette réponse au Monde. Le dimanche après-midi, il passe au ministère pour faire lui-même des photocopies du texte qu'il a tapé. Mon frère déjeunait avec lui le dimanche, nous on a dîné. On sentait bien que quand même c'était rude, qu'il menait un combat très difficile. Après un entretien, il décrit à son ami Jean Verdun la situation dans laquelle il se trouve. Je lui ai dit, je ne sais plus quelle question je lui ai posée, mais dans le genre, tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Et il m'a répondu, je nage en pleine merdouille. C'est le dernier mot. Pendant 37 ans, on a dit avec plus ou moins de conviction que c'est pour mettre fin à cette pression insoutenable que Robert Boulin s'était suicidé. La nouvelle enquête met en doute cette version. Certes, Robert Boulin est bien parti seul de Neuilly. Mais à Montfort-l'Amaury, en lisière de forêt, un nouveau témoin a dit au juge qu'il avait vu 2 hommes avec le ministre dans la Peugeot 305. Et il n'avait pas l'air commode. Il estime qu'il était à peu près 17 heures. Un autre témoin avait déjà dit qu'il avait croisé Robert Boulin près de la poste. Et le postier a vu passer une dizaine d'enveloppes à en tête du ministère de la Participation et du Travail. Il s'en souvient car elles n'étaient pas assez affranchies. Ces lettres sont-elles celles que le fils du ministre a vues le matin même sur le bureau de son père? Je suis rentré dans son bureau autour d'1h moins le quart à peu près. J'ai aperçu sur son bureau des lettres avec nombreux destinataires. Et il m'a souri quand je lui ai posé la question « Qu'est-ce que c'est que ça, papa ?» Il m'a dit « C'est le courrier de Libourne ». J'ai bien vu qu'il ne me disait pas la vérité. Pourquoi les lettres qu'évoquent le facteur et le fils du ministre sont dans des enveloppes plus grandes que celles reçues par les politiques et les journalistes? Pourquoi ce courrier qui authentifie le suicide est-il tapé sur un papier avec une ancienne en-tête, dont le ministre ne se servait que pour ses brouillons? Car en octobre 79, il siège au ministère du Travail et de la Participation. Pourquoi la ligne qui mentionne le suicide est-elle décalée par rapport aux autres? Pourquoi les signatures diffèrent sur la dernière page? Cette lettre, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Chaban-Delmas qui a dit ça à un de ses collaborateurs, c'est un faux. Par exemple, M. Chaban-Delmas en a reçu 2, une à Bordeaux, une à Paris. M. César a reçu des centaines et des centaines de lettres en provenance de M. Boulin. Toutes les lettres qu'il a reçues sont arrivées, M. Gérard César, mairie de Rozan. Le seul courrier qui était adressé à l'Assemblée nationale, c'est celui-là. Beaucoup pensent que les visiteurs qui sont venus la nuit chez les Boulins ont pu fabriquer la lettre en rajoutant une ligne sur le brouillon de la réponse au Monde. C'est plausible, car personne n'a reçu d'original et le ruban de la machine a disparu. Le juge aimerait savoir quel dossier Robert Boulin a sorti de son ministère. Selon leur contenu, il pourrait imaginer avec qui le ministre avait un rendez-vous cet après-midi, en forêt de Rambouillet. Plusieurs personnages importants habitent dans les environs, et notamment un grand connaisseur de l'Afrique. Robert Boulin a-t-il essayé d'échanger ses dossiers contre l'arrêt des hostilités? Oui, il a essayé de redresser la barre, de retrouver sa dignité d'honnête homme, parce qu'il a été quand même foulé aux pieds là, pendant quelques semaines. Et puis, il va essayer de faire pression. Donc, je crois que ces dossiers, ils étaient là pour ça, en disant, bon, maintenant, ça suffit, les copains. Il faudrait peut-être essayer d'être raisonnable et intelligent dans ce type d'affaires. Moi, je crois que ça a dérapé. Tout simplement. D'ailleurs, je crois pas, je sais. Il a décidé de faire face, de se battre, en bon résistant qu'il avait été. C'est un homme courageux physiquement. Et donc, au contraire,
Il y est allé à un certain rendez-vous. Mais il a été trahi et puis il est tombé sur des gens qui n'avaient aucun scrupule. Il ne restait qu'une chemise vide dans la voiture du ministre, sur le bord de l'étang. Après sa mort, sa famille et ses proches collaborateurs ont tous été victimes d'étranges cambriolages. Et puis un jour, 2 camionnettes de gendarmerie sont arrivées à Libourne, remplies des dossiers du ministère. On les a livrées ici, à la permanence. 90% des lettres étaient sans intérêt. Et puis, il y avait des dossiers beaucoup plus personnels, des doubles de courrier qu'il avait adressés à des amis. J'ai vu des lettres à Tournai, le fameux truand. Il y avait un dossier sur le financement. 2 partis politiques au pluriel. D'accord. Au pluriel. C'est peut-être ça qui fait que, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, de droite ou de gauche, il n'y a pas eu beaucoup d'empressement à ouvrir une enquête ou diligenter une instruction. 2 jours plus tard, des hommes sont arrivés pour faire le grand ménage. C'est 2 membres du SAC qui sont venus avec un camion enlever les archives et les amener dans une usine de pâte à papier qui est distante de 20 km d'ici, quoi. Alors, qui a donné les ordres, La seule chose que je sais, c'est que c'est moi l'exécutant de la destruction. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on me l'a ordonné. On me l'a ordonné. Et vous faisiez partie du SAC? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je les connaissais, forcément. Il ne faut pas quand même rêver. Quand il y avait des campagnes électorales, c'est eux qui allaient coller les affiches. Et je connaissais tous les gens du SAC du Libournais. Du Libournais, je dis bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez, que vous ne direz pas là et que vous diriez au juge? Oui. Oui, absolument, oui. Le SAC, c'est le service d'action civique, créé par des gaullistes comme Charles Pasqua ou Alexandre Sanguinetti, au moment de la guerre d'Algérie. Une milice qui a collé les affiches et assuré le service d'ordre des meetings, jusqu'à son interdiction, en 1982. Mon père avait cette formule qu'il nous disait souvent. Mes enfants, quand on est au pouvoir, comme disait Saint-Just, on ne peut pas gouverner innocemment. Le pouvoir, c'est difficile, certes. C'est compliqué, certes. Ça demande parfois des alliances, des trahisons, des mésententes, des choses dures, certes. Mais pas forcément du sang sur les mains. C'est là que vous situez la limite du SAC de votre père avec le SAC à qui on attribue... Absolument. Il y a, et je crois qu'aujourd'hui c'est une évidence pour tout le monde, il y a le SAC qui est un outil au service d'un État et qui est à un moment donné, on va dire nécessaire, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer qui vont avec de la guérilla urbaine, des manifs, l'Algérie. Moi j'ai quand même des souvenirs extraordinaires de jeunesse et d'adolescence où nous avons été menacés tous les jours. Moi je suis allée à l'école pendant 5 ans avec des flics tous les matins. Ce SAC-là, il a existé. C'était l'après-guerre, c'était toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui pour lesquelles, effectivement, on ne gouverne pas innocemment. Mais là, on tombe dans une forme de dérive mafieuse. On utilise au service de l'État des moyens non appropriés. Que s'est-il vraiment passé autour de cet étang de Rambouillet ? Un témoin entendu récemment par le juge apporte un nouvel éclairage. Il est arrivé juste après les gendarmes. Il était avec les pompiers et sa première impression a été que l'homme qu'il voyait dans l'étang ne s'était pas noyé. Il avait la bouche fermée et la tête légèrement hors de l'eau. Il était là quand les pompiers ont sorti le corps. Il a remarqué cette étrange position et noté aussi ces traces de coups sur le visage. Cet homme a l'habitude de constater des décès. Il a exprimé tous ses doutes. Pour l'avocate de la famille Boulin, ce témoignage est fondamental.
la position du cadavre n'est pas celle d'un homme qui s'est agenouillé dans l'eau et qui a penché sa tête pour se suicider, mais plutôt celle d'un homme qui serait sorti d'un coffre d'une voiture. En tout état de cause, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un médecin réanimateur, qui est habitué à se rendre sur place et à constater le positionnement des corps de personnes suicidées ou assassinées. A-t-on transporté le corps de Robert Boulin, déjà mort, dans le coffre d'une voiture, pour le déposer ensuite dans l'étang? A-t-on placé ensuite de faux indices, comme ce mot avec une faute d'orthographe et de 2 écritures différentes? C'est un dossier qui est semé d'embûches, mais d'embûches qui ont été parsemées, notamment par l'institution judiciaire à un moment donné, qui fait que toutes ces anomalies, moi, je ne peux plus les compter. Que dire d'un substitut du procureur qui refuse une partie de l'autopsie, au nom de la famille qu'il n'a même pas consultée? Il cherche à gagner du temps, car le temps efface tout, pense-t-il. Le temps, c'est un véritable handicap, mais c'est aussi un atout, notamment quand les gens ont peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les témoins, ceux qui ont su quelque chose, ceux qui ont entendu quelque chose, se sentent probablement plus libres de parler qu'à l'époque. Parce que soyons clairs aussi, l'atout aujourd'hui par rapport à la date à laquelle les faits ont été perpétrés, c'est l'indépendance de la justice. Mais j'ai aussi besoin de pièces, de documents, et ces pièces et ces documents sont forcément des pièces et des documents classifiés. On a déjà la preuve que les services de renseignement américains ont travaillé sur la mort de Robert Boulin. Donc les services ont travaillé. Tous ces documents, tout ce travail qui a été réalisé sur la mort de Robert Boulin, ce travail-là est dans les archives. Il faut obtenir la déclassification pour pouvoir mettre en exergue ce qu'il s'est réellement passé à l'époque. La CIA a refusé d'ouvrir ces dossiers parce que cela pourrait nuire aux bonnes relations entre la France et les États-Unis. C'est dire si la vérité doit être dure à entendre. Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes persuadés qu'un jour, quelqu'un sera traduit devant la cour d'assises pour répondre de l'assassinat de Robert Boulin. Je pense que la justice, la nôtre, là, à l'instant T, est assez mature pour travailler sereinement et démontrer que Robert Boulin ne s'est pas suicidé. Rien que cela, ce serait une instruction, une information judiciaire réussie. Papa est mort exactement en octobre 80, c'est-à-dire 1 an après Robert. Et pendant 1 an, il a creusé la question. Il a mené son enquête. Il a essayé de savoir comment, pourquoi, qui, de quelle manière. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvée dépositaire d'un certain nombre d'informations très tôt, très vite, parce que c'est sur son lit de mort à l'hôpital Bégin qu'il m'a livré le plus gros de l'affaire. Ce que vous savez, vous allez le transmettre à qui? Au juge d'instruction qui a ouvert, enfin, une instruction pour assassinat. Qui y a encore de vivants de cette époque-là qui pourrait maintenant parler? 3 personnes, que je ne vais pas vous nommer. 3 personnes qui pourraient être entendues comme témoins, au moins ça. Un jour on saura? Ah oui, mais on commence déjà à savoir assez clairement. Je veux dire, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque le nom de ceux qui l'ont tabassé et l'ont tué? Et comment ils l'ont fait? Et exactement dans quelle maison? Pour le reste, on sait tout. On sait que Robert Boulin était un homme honnête et courageux. S'il y avait un mot à écrire sur sa tombe? Dommage. Sur sa tombe, ce sont les petits, ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont gravé un mot d'adieu. Il n'y a aucun hommage officiel. Il est donc temps que la justice rassemble les pièces de ce puzzle judiciaire et politique et que Robert Boulin retrouve sa vraie place dans l'histoire. Depuis 2015, un vent plus frais souffle sur la République. Alors qui sait? Il apportera peut-être la vérité.
Voilà pour ce document. Tout de suite, la météo, Chloé Nabédian, puis on n'est toujours pas couché le dimanche avec Laurent Ruquier. Je vous donne rendez-vous ce soir, 20h. Mes invités seront Anne Dorval, Emmanuel Seigné et Alice Taglioni pour la sortie du film Réparer les vivants. Passez un très bel après-midi sur France 2.